Info. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Du 31 octobre au 12 novembre, c'est-à-dire en ce moment, la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, aussi appelée COP26, se déroule à Glasgow, en Écosse. Ce grand show médiatique, ce grand rassemblement de leaders mondiaux est censé assurer le suivi des décisions, voire des engagements pris lors de la conférence de Paris en 2015. Chaque chef d'État ou chaque chef de gouvernement présent y va de son petit discours, fort heureusement limité à 3 minutes seulement. Des représentants de peuples autochtones ont également fait le déplacement. C'est ainsi que dimanche dernier, j'ai suivi sur France 24 l'entretien qu'un chef amazonien, le cacique Ninawa, du peuple indigène amazonien Unikui, a accordé donc à France 24. Lui aussi a fait le déplacement de Glasgow, espérant faire entendre sa voix. Par contre, son président, Jair Bolsonaro du Brésil, sans doute trop occupé dans son pays, n'a pas fait le déplacement de Glasgow. Il se fait en effet beaucoup de soucis, ce président, pour la prochaine élection présidentielle devant avoir lieu en 2022. Par ailleurs, et c'est ça sans doute qui le préoccupe également, le 26 octobre dernier, un comité sénatorial brésilien a approuvé un rapport demandant l'inculpation du président pour plusieurs chefs d'accusation, dont celui de crimes contre l'humanité, pour la manière dont il a fait face à l'épidémie de Covid-19 qui, rappelons-le, a fait plus de 600 000 morts au Brésil. Ce sont les peuples autochtones, en lutte au quotidien pour la défense de leurs terres ancestrales et pour leurs droits, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Comme déjà évoqué lors de mon émission d'il y a 3 semaines, les peuples amérindiens d'Amazonie doivent faire face à la déforestation, qui s'est beaucoup accélérée depuis que Jair Bolsonaro a été élu. La collusion du président brésilien avec les groupes d'intérêt fermiers et industriels est plus que suspecte, et c'est elle qui a conduit à l'intensification de la destruction de la grande forêt amazonienne au Brésil. Si cette destruction contribue grandement au réchauffement climatique et affecte donc le monde entier, elle prive aussi les peuples qui vivent dans cette grande forêt depuis des milliers d'années de leurs terres et de leurs moyens de se nourrir. C'est ainsi que la construction d'un barrage avait eu des effets dramatiques pour le peuple Enaoene-Nawe, dont le peuple que j'ai évoqué il y a 3 semaines dans mon émission. Ce grand chantier avait en effet asséché la rivière qui traverse leur territoire. Or, c'était dans cette rivière qu'ils menaient leurs activités de pêche saisonnières. Les Enaoene-Nawe ont toujours pêché de manière responsable, ne prélevant que la quantité de poissons nécessaire à leur survie. Comme nous l'avait d'ailleurs expliqué Kawali, le jeune représentant de ce peuple, lors de l'entretien qu'il m'avait accordé pour l'émission d'il y a 3 semaines. Le chantier du barrage avait, à l'époque, amené son peuple au bord de la famine. C'était il y a quelques années. Cette situation n'est malheureusement pas spécifique à l'Amazonie. De gros intérêts financiers, miniers, industriels et agricoles conduisent toujours plus au saccage de la nature partout dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement,
du fait bien sûr des législations locales plus flexibles et sans doute aussi de la corruption qui mine les institutions de ces pays et dont profitent bien sûr les gros groupes, les grandes compagnies multinationales qui n'hésitent pas à payer tel président, tel chef de gouvernement, tel ministre. Et dans ces pays en voie de développement, ce sont surtout les zones marginales, encore occupées par des peuples autochtones, qui font les frais de ce saccage. C'est ainsi qu'au Cambodge ou à Bornéo, en Indonésie, la forêt a dû céder la place à des plantations d'EVA pour produire du caoutchouc, ou des plantations de palmiers pour produire de l'huile de palme. Bornéo, cette grande île d'Indonésie, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, mais dont l'essentiel de la superficie est en Indonésie, Bornéo donc connaît le plus fort taux de déforestation au monde, encore plus qu'en Amazonie. Le feu y est l'une des premières causes de déforestation. Et ces feux occasionnent un énorme relargage de CO2 dans l'air. Près d'un quart des forêts de Bornéo, parmi les plus riches du monde en biodiversité, a brûlé au moins une fois en 10 ans. Ces feux sont pour certains allumés volontairement par les entreprises de culture de palmiers à huile de palme afin de planter ces palmiers à huile. La forêt de Bornéo est le refuge ancestral de plusieurs groupes ethniques autochtones tels que les célèbres Dayak. En Papouasie occidentale, un territoire envahi et annexé en toute illégalité par l'Indonésie, depuis presque 60 ans, la grande forêt est détruite et les autochtones papous sont chassés et souvent même tués afin que l'on puisse s'emparer de leurs terres pour de vastes projets miniers menés par de grandes compagnies nord-américaines. Je pourrais aussi parler des Inuits du Grand Nord canadien. Ce peuple est menacé dans son mode de vie, dans sa survie même, par le réchauffement climatique, puisque la banquise fond et qu'ils ne peuvent plus mener leurs activités traditionnelles et donc qu'ils deviennent de plus en plus dépendants de l'assistance que pourrait leur accorder le gouvernement fédéral canadien. Le réchauffement climatique, on le sait, provoque l'accélération de la montée du niveau des eaux, des océans et des mers du globe. Si le littoral sablonneux de la côte orientale de Corse a eu à souffrir de cette montée des eaux depuis plusieurs années, l'existence même de notre île montagneuse n'est fort heureusement pas menacée. Or, il existe de nombreuses îles de par le monde qui n'ont pas la chance d'avoir une altitude suffisante pour pouvoir faire face aux défis de la montée des eaux. Dans ces îles, les populations n'ont nulle part où se réfugier pour échapper à ce danger. Certaines de ces îles dans l'océan Pacifique, voire dans l'océan Indien, sont des nations indépendantes. Ce sont des pays entiers qui risquent donc de disparaître d'ici à quelques décennies. Au-delà du coût humain et du traumatisme qu'auront à subir ces populations, voyant leurs terres peu à peu englouties, se posera à terme le sort des malheureux insulaires. Étant citoyens d'États indépendants, souverains, mais disparus ou en train de disparaître, quels pays accepteront d'accueillir ces réfugiés climatiques, réfugiés qui n'entendaient pas le devenir, mais qui le seront devenus par la force des éléments? 2 délégués de l'État des Tuvalu représentent leur pays à la COP26. Sans doute nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de l'État des Tuvalu. Les Tuvalu sont l'une de ces nations du Pacifique
sans doute voué à disparaître. Ce pays est situé en Polynésie, grosso modo, si vous regardez une carte, à mi-chemin entre les îles Hawaï et l'Australie. Sa superficie totale en termes de terres émergées est de 26 km² seulement, soit un peu plus que la superficie de la commune de Bastia. Ces terres sont constituées de 3 îles coralliennes et de 6 atolls répartis entre le 5e degré et le 6e degré au sud de la ligne équatoriale. Sur ces îles et atolls minuscules, émergeant à peine de l'océan Pacifique, vivent un peu moins de 12 000 habitants. Cette population est issue d'une très ancienne migration effectuée en canot à double balancier, partie depuis le continent asiatique et faisant escale et peuplant toutes les îles trouvées en chemin. Ceux qui vivent aujourd'hui au Tuvalu sont donc les descendants de ceux des migrants qui, pour des raisons inconnues, ne sont pas allés plus loin et qui décidèrent de rester sur ces îles et atolls après avoir effectué une dernière étape depuis les îles Samoa et Tonga. Les autres poursuivirent leur chemin vers la Mélanésie et la Micronésie. Le premier Européen à avoir aperçu l'île de Niue, l'une des Tuvalu, fut le navigateur espagnol Álvaro de Mendaña. C'était en 1568, alors qu'il effectuait un voyage d'exploration à la recherche des terres australes. C'est du 9 au 16 octobre 1892 que le capitaine Gibson proclama sur les différentes îles le protectorat britannique, à la suite d'un traité avec l'Allemagne démarquant les zones d'influence respectives des deux puissances européennes dans l'océan Pacifique. De 1916 à 1975, les Tuvalu firent partie de la colonie britannique des îles Gilbert et Ellice, nom anglais donné à ces îles par les autorités de Londres. Cette colonie fut scindée en 2 entités distinctes à la suite d'un référendum tenu en 1974 et qui décida de la séparation des îles Gilbert et Ellice et qui aboutit en 1975 à la création de la colonie de Kiribati et à celle des Tuvalu. Le 1er janvier 1978, l'indépendance de l'État des Tuvalu fut proclamée dans le cadre du Commonwealth. Cet État est devenu en l'an 2000 le 189e État membre des Nations Unies. Waiaku est le village principal, à Fongafale, sur l'atoll de Funafuti, qui fait 12 km de long. L'endroit le plus large de cet atoll, qui abrite l'aéroport international, avoisine les 400 mètres. C'est là que vit la moitié de la population du royaume, et c'est cet atoll qui tient lieu de capitale du pays. Les Tuvalu sont une démocratie et une monarchie parlementaire de type britannique. La reine Elisabeth II des Tuvalu est le chef de l'État, représenté sur place par le gouverneur général. Le Fale-i-Fono, le parlement local, est le pouvoir législatif monocaméral du pays. Ses députés sont élus au suffrage universel et le Premier ministre, chef du gouvernement, est issu de la majorité parlementaire. Le pays ne possède pas d'armée. La sécurité et les fonctions de surveillance maritime sont assurées par la force de police des Tuvalu. L'eau potable est rare. L'eau douce provenant des lentilles d'eau souterraines, ce sont des sortes de nappes d'eau, donc les lentilles d'eau souterraines des atolls, est souvent impropre à la consommation en raison de la pollution, causée en particulier par l'élevage de porcs. Et l'eau potable doit être importée ou alors récupérée à partir d'un système de récollection des eaux de pluie installé dans les maisons. Sur cette terre peu fertile, le compost est l'engrais naturel idéal, mais la collecte des feuilles de cocotier ou de pandanus, utilisées notamment pour des plats pour les repas de fête, reste à organiser. De nombreux potagers sont installés devant les maisons. La culture des légumes traditionnels, poulaka et taro géant des marais, est devenue plus compliquée.
Leurs racines, qui s'enfouissent profondément dans le sol, supportent mal les infiltrations d'eau salée dans les terres à la suite de l'élévation du niveau des eaux marines. Une avancée de la mer sur les terres, réduisant la surface des îles, a été constatée. Au cours de la dernière décennie, les îles ont vu disparaître 3 mètres de front de mer. Ce phénomène est lié à différents facteurs. Ainsi, l'érosion côtière a un impact aggravé par les activités humaines. Cependant, le facteur dominant est la hausse rapide du niveau de l'océan dans le Pacifique ouest. Ce phénomène est lié à l'élévation du niveau de la mer, aggravé localement par le phénomène ENSO. En effet, le basculement de l'oscillation pacifique décennale en phase négative et la plus grande fréquence des phases négatives de l'ENSO conduit à une dilatation du Pacifique ouest et à une contraction du Pacifique est. Pour les Tuvalu en particulier, le rythme de la hausse relative approche les 2 mm par an. En 2001, le gouvernement des Tuvalu a annoncé que les îles, dont le point le plus élevé est de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, devraient être évacuées en cas d'élévation du niveau de l'océan, montée des eaux possible si le réchauffement climatique général de la planète se poursuit. Mais il se peut que l'affaissement des atolls soit également un facteur secondaire de l'envahissement progressif par les eaux de l'océan. En tant qu'îles basses sans plateau océanique, ces îles où vivent des communautés insulaires sont particulièrement sensibles au changement du niveau de la mer et aux tempêtes qui frappent occasionnellement les îles. La fréquence et la violence des tempêtes ont augmenté. À plusieurs reprises, les Tuvaluans ont dû évacuer momentanément leurs îles lors des marées de fortes eaux. Un plan de sauvetage a été proposé, mais il nécessiterait un va-et-vient de vraquiers depuis un pays continental, l'Australie peut-être, capable de fournir de quoi construire des digues et de quoi rehausser le niveau du sol, mais cela coûterait des centaines de millions de dollars dont les Tuvalu ne disposent pas et que personne n'est disposé à offrir. Les Tuvalu ne sont pas les Pays-Bas. Les Tuvaluans s'inquiètent de la submersion des îles et un nombre croissant d'entre eux a déjà quitté l'archipel. En 2002, le Premier ministre d'alors, Koloa Talake, annonça son intention d'amener les États-Unis et l'Australie devant la Cour internationale de justice de La Haye du fait de leurs émissions disproportionnées de dioxyde de carbone. Cela ne fut jamais effectué car Talake ne fut pas réélu plus tard dans l'année, mais la controverse quant à ce jugement, quant à cette annonce, eut un grand retentissement médiatique. Bien qu'attirer l'attention sur les effets du changement climatique ait permis d'apporter une certaine visibilité internationale au problème des îles, d'autres facteurs doivent être pris en compte, dont l'explosion démographique sur une île aux ressources limitées, source de dégâts environnementaux. Depuis 1980, la population de Funafuti a plus que doublé, passant de 2000 à 4500, soit près de la population totale des Tuvalu. Une autre cause majeure de l'engloutissement de cette île de Funafuti, c'est la situation de ses sources d'eau douce c'est la salinisation des sources d'eau douce, sans doute causée par la construction d'un aéroport construit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains, alors qu'ils utilisaient l'île pour aller bombarder les Japonais dans les îles voisines. Et donc cette construction de l'aéroport a mis une part notable de l'île à quelques centimètres seulement au-dessus du niveau de la mer, et elle a causé des dégâts notables à la base corallienne de l'île. Toutefois, il paraît indéniable que le changement climatique pourrait accentuer encore ce phénomène au vu de son impact sur les autres îles du Pacifique, notamment, mais pas seulement, au Kiribati et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les plages et la végétation se font rares, le goudron ne protège plus le sol des remontées aquatiques
qui inondent les cultures 5 mois par an. L'émigration est principalement causée pour des raisons sociales liées à une explosion démographique récente. 1 millier d'habitants a déjà fui en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et même en Polynésie française. Lors de la conférence de Copenhague en décembre 2009, le Premier ministre des Tuvalu a rappelé que son pays était menacé par la montée des eaux, due entre autres au réchauffement climatique, lui-même entraîné pour partie par l'activité humaine. Selon certains scientifiques, les Tuvalu devraient disparaître vers la fin du siècle, totalement engloutis par la montée des eaux. Les Tuvalu n'ont presque aucune ressource naturelle et leur principale ressource de revenus, c'est l'aide étrangère. Les activités principales sont la pêche, le tourisme est très limité en raison de la difficulté d'accès, l'éloignement de ce pays. Cependant, les dernières décennies, ont vu l'apparition d'une nouvelle ressource pour Tuvalu, grâce à l'Internet. En effet, .tv est le domaine national de premier niveau réservé aux Tuvalu. Ce nom de domaine .tv a été ouvert à toutes les entreprises de tous les pays par le gouvernement des Tuvalu depuis 1998 et il est devenu très populaire, TV étant aussi l'abréviation de télévision dans de nombreuses langues. En 2000, la gestion et la revente du nom de domaine ont été cédées par le gouvernement des Tuvalu à la société .tv, une filiale de VeriSign, pour 12 ans en échange de 50 millions de dollars américains. Cette vente a apporté d'importants revenus au micro-État, qui était, avant la vente du domaine, l'un des pays les plus pauvres du monde. La société .tv est détenue à 20% par le gouvernement des Tuvalu. Cela a permis l'augmentation du PIB de 50% et ça a permis aussi de financer l'électrification, l'éducation et même d'améliorer les infrastructures routières. La manne financière engendrée par cette vente est un sujet de controverse dans le pays. Une partie de la population locale s'élève contre cette pratique car de nombreux sites du domaine sont des sites à caractère pornographique. La majorité de la population étant de confession chrétienne, cet argent est considéré comme impur. En 2016, le nom de domaine rapportait 2 millions de dollars par an au gouvernement des Tuvalu. À la COP 26 de Glasgow, les deux délégués des Tuvalu, un homme et une femme, tentent une fois de plus de faire entendre la voix de leur petit pays, comme le font également les représentants d'autres nations insulaires, comme Kiribati ou les Maldives dans l'océan Indien. Mais que pèsent ces micronations et leurs populations qui font face à la montée des eaux dans le concert des nations? Nos grands médias leur ont d'ailleurs accordé assez peu d'écho, mis à part cet entretien dont j'ai parlé en début d'émission avec un cacique amazonien. Nos grands médias ont préféré passer en boucle les interventions de Joseph Biden, de Boris Johnson ou d'Emmanuel Macron. Pourtant, ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni la France ne sont encore menacés de submersion totale. Je vous remercie pour votre attention, chers auditeurs et auditrices. Les sujets d'aujourd'hui étaient un peu complexes et je sais qu'il fait polémique et qu'il déchaîne parfois des débats sans fin sur l'origine de ce fameux réchauffement climatique. Mais si ces débats ont lieu dans des confortables salons new-yorkais, parisiens ou londoniens, pour les habitants des Tuvalu et d'autres États insulaires, c'est une réalité très inquiétante qu'ils vivent au quotidien. Et nous ne les oublions pas. À la semaine prochaine.